On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vous savez que c'est une campagne électorale où on parle beaucoup cette année des différents candidats à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la mairie, dans les districts. Il y a aussi d'autres élections en périphérie de Saint-Jean-sur-Richelieu, notamment à Marieville, où l'ex-maire Sylvain Lapointe tente de regagner son siège. Il a beaucoup changé et visiblement, vous allez le voir dans quelques instants, ça fait quelques années que vous ne l'avez pas vu. Bref, on va le recevoir pour parler un peu des enjeux et des raisons qui le poussent à revenir solliciter l'électorat de Marieville, qui est une ville en développement. Mais d'abord, on revient à la campagne électorale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a des candidats qui se présentent en équipe, mais il y en a d'autres également qui sont indépendants. Et c'est le cas de M. Paul Turcotte. On poursuit nos entretiens avec les candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous savez qu'officiellement, il y en a 8 de déclarés. Probablement un 9e va s'ajouter dans les prochaines heures. Parmi ce nombre, il y en a 6 qui se présentent en équipe, mais il y en a également 2 qui se présentent indépendants, peut-être un 3e, comme je vous le dis. On le reçoit à nouveau. On l'avait déjà reçu il y a quelques mois. Il s'agit de M. Paul Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Alors, comment se porte votre campagne électorale? Ah, très bien, merveilleusement, en couleur. On voit que vous êtes très actif sur les médias sociaux, notamment Facebook, qui probablement est un canal de communication important pour vous, pour passer vos messages. Parce qu'évidemment, on le voit, vous n'avez probablement pas beaucoup de moyens financiers d'investir dans la campagne, contrairement à d'autres équipes qui ont des grosses affiches et tout ça. Vous, j'ai vu là, des petits posters sur les poteaux et tout ça. Même, vous avez dit aux gens, dans une missive, imprimez cette feuille et mettez ça dans vos fenêtres de maison. Oui. C'était comme... Donc, on fait vraiment une campagne électorale avec des moyens le plus minimal possible. Modeste, oui, définitivement. D'où vient cette idée? Moi, j'ai vu ça sur plusieurs. Premièrement, j'ai eu ça l'idée d'une place qui s'appelle Avon, Connecticut, qu'une personne avait commencé ses publicités avec des petites pancartes de 4 pouces par 6 pouces. Puis on commençait à mettre ça dans tous les restaurants. Naturellement, les restaurants, eux autres, ils n'étaient pas d'accord parce que c'est comme leur dire qu'on vote pour vous. Là, ouais. Alors, je leur ai dit, c'est bien simple, prenez les cartes des autres puis mettez-les. C'est en plein ça qu'ils ont fait. Puis ça a fait fureur, ça a fin. Là. On ne veut pas parsemer les villes, les poteaux, les fenêtres avec des posters de 4 pieds par 6 pieds ou bien de 5 par 4 ou 3 par 4. On n'en veut pas des grosses affaires comme ça, nous autres. C'est très modeste, c'est moins cher. Le thème de votre campagne est « S'unir et s'entraider ». C'est ça. Et je vois d'ailleurs dans vos actions, dans vos engagements, probablement un des seuls qui en avait, en tout cas, parlé beaucoup jusqu'à date, parler de la pauvreté, parler des plus démunis. Jusqu'à date, je n'ai pas entendu beaucoup ce sujet-là évoqué par vos adversaires politiques. Donc, êtes-vous le candidat qui se veut être le porte-voix des pauvres, des plus démunis de la collectivité? Éric, je suis plutôt un genre d'ambassadeur pour les pauvres, les démunis. J'ai travaillé avec eux autres, avec le Saint-Vincent-de-Paul, j'en ai connu plusieurs. Je m'implique avec eux autres. Parfois, je vais à différents endroits pour acheter des affaires, et puis je leur donne plein dans la rue. Là, je les vois qu'ils ont de la misère, je les donne. Je donne des vêtements que j'ai achetés ou des affaires que j'ai achetées sur la rue Foch, le partage Joannais, qui appelle. Et puis, c'est ça. Des fois, je vois des gens qui veulent avoir quelque chose et puis qui ne sont pas capables de les acheter eux-mêmes, puis il leur manque quelques sous, bien, je vais leur donner la fameuse pièce en question pour qu'ils puissent acheter ça pour leurs enfants, qui retournent à l'école et ainsi de suite. Je suis vraiment impliqué avec eux autres. Quel est le niveau de responsabilité qu'une ville doit avoir à l'égard de ses plus démunis, de ses pauvres, et des organismes qui sont dédiés à la pauvreté? Quel est le niveau de responsabilité d'une ville? La responsabilité d'une ville, premièrement, c'est d'entraider ces gens-là qui sont démunis par du travail, disons, qui consiste à un genre de travaux communautaires. Ce n'est pas nécessairement leur donner le gros salaire de 48 ou 28 piastres de l'heure, mais leur donner un salaire qui pourrait leur aider un peu. Je suis certain que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et les autres villes, ils ont une certaine bourse pour ces besoins-là. D'ailleurs, je sais qu'ils ont une bourse. Alors, on peut toujours bien les faire travailler, par exemple, l'environnement, des parcs de fleurs qui sont autour des giratoires. On peut leur demander qu'ils mettent des fleurs là, ou poser des fleurs, ou même, des fois, dégager les entrées des endroits publics. Donc, la majorité, il y a des gens ici là, qui payent, par exemple, quelqu'un pour déneiger leur cours. On peut se servir d'eux autres. On peut avoir une liste de tous ces gens-là qui ont besoin de quelqu'un à moins cher
C'est ça, là, aider. C'est entraider, puis s'unir ensemble dans la... Autre sujet, parce que vous allez même plus loin que ça. Bon, vous parlez de pauvreté, vous parlez des plus démunis, mais vous parlez également d'itinérance. Certains vont dire à Saint-Jean, il n'y a pas d'itinérants. Et pourtant, quand on gratte un peu, on sait qu'il y en a. Je ne sais pas dans quelle proportion, là, mais pour vous, c'est un sujet également qui vous tient à cœur? Oui, Éric. Moi, j'ai vu des itinérants ici. Par le fait même, il y en a eu 3 décès ici l'année dernière sur la rue Champlain, je crois, ici. Et puis, c'est pas drôle de voir ces gens-là figés, gelés, morts. Moi, je dirais que si... Ça retombe aussi du service de police ça, pour faire, par exemple, de marche-pied, faire la patrouille à pied, là, pas nécessairement à l'auto, mais avoir un genre de principe où les policiers peuvent marcher sur les rues et puis ils vont s'en apercevoir tout de suite qu'il y a quelque chose de louche ou ils vont pouvoir mieux assister ces gens-là, puis leur trouver une place de maison, d'hébergement pour un soir, 2 soirs, pour les accueillir. Dans cette campagne électorale, jusqu'à présent, il y a des candidats. Il y en a un qui prône le gel de taxes, l'autre propose, je ne sais pas, une piscine flottante, l'autre veut faire du développement économique, l'autre, je sais pas moi, c'est d'être le plus environnemental possible. Bref, quel est le regard que vous portez sur vos adversaires politiques, là, qui ont chacun leur agenda, leur enjeu, leur promesse électorale? Quel est le regard que vous portez sur la campagne actuellement? Moi, ce que je regarde sur la campagne électorale, premièrement, il faut que les candidats soient honnêtes avec eux-mêmes. Il faut s'infiltrer dans la société, savoir exactement ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir une taxe immobilière moins chère. Ils ne veulent pas payer de plus en plus. Moi, j'ai un système unique que je vous dialogue aujourd'hui même, ce soir. C'est que moi, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une taxe de bienvenue. Oui. Et puis, on la paye considérablement pour les nouveaux venus. C'est pas le fun, là. C'est des nouveaux, puis ils veulent s'embarquer dans la ville, puis ils veulent aider, puis ils veulent faire partie. Mais là, on leur garoche une belle taxe de bienvenue. Bienvenue, on vous donne ça, là, mais ça vous coûte ça pour rentrer ici. Parfait. Moi, j'ai une taxe qui s'appelle la taxe du départ. Ce qui veut dire que quand une taxe de bienvenue arrive, et puis qu'on dit, par exemple, votre maison vaut 50 000 $, vous allez nous donner une taxe de bienvenue de X montant. Au fil des années, les gens continuent à regarder leur maison à la taxe au niveau du municipal. L'évaluation municipale est évaluée à 50 000, ils payent 50 000. Mais 4-5 ans après, ils décident qu'ils veulent vendre leur maison. Leur maison, elle ne vaut plus 50 000 $. Elle est toujours appraisée à 50 000 $. Mais ils veulent la vendre 500 000 $. Ce qui veut dire un profit net de 450 000 $. Vous voulez partir de Saint-Jean? C'est ça que ça veut dire, c'est quand on vend une maison, c'est soit qu'on veut en acheter une autre, et on veut s'en aller ailleurs. Alors voilà la fameuse taxe sans question. Donc plutôt que d'avoir des frais de mutation, en fait, la taxe de bienvenue, pour vous, ça serait plus une prime de transition. Donc si vous quittez, vous payez. Ben oui, c'est que la taxe. Eux autres, parce que la fait qui arrive, l'évaluation, après qu'ils aient vendu leur maison à 450 000 $, là, on ne peut pas l'évaluer à 50 000 $. Il l'a vendu à 450 000 $. Fait que le surplus de taxes que le monsieur n'a pas payé, là, ou qu'il gagette, c'est là qu'on va aller chercher. Monsieur, vous avez une taxe de départ, de terme, parce que vous avez vendu votre maison à 10 fois le montant qu'on vous aurait dû surcharger pour l'évaluation. Puis je vous le dis, mais franchement, il y a bien des gens qui sont d'accord pour ça, parce que, écoutez, on vend notre maison à 450 000 $, puis la taxe de départ est 4 500, on va dire 5 000, je vais vous le donner, moi, mais je vais augmenter ma maison, mais je la vends. C'est aussi simple que ça, là. Donc, c'est une façon de voir ça, disons, à l'envers. Bien, c'est ça. En sens opposé. Je vous ai vu dans les dernières semaines parler, entre autres, de nids de poules, parler notamment de la problématique d'eau potable au parc Rémiard à l'Acadie. Oui. Quels sont vos enjeux concernant ces 2 sujets? Premièrement, les nids de poules, c'est pas important avant le printemps, là, puis on est d'accord qu'on n'est pas capable de les réparer durant l'hiver. Mais le parc Rémiard en question, c'est un problème urgent qui dure depuis 5 ans. J'ai été voir des gens, au moins 50 personnes qui m'ont arrivé et m'ont apostrophé puis m'ont dit, écoute, si vous êtes conseiller ou maire, on veut savoir si vous allez faire quelque chose. Vous savez, dans la politique, on ne peut pas faire de promesses. Mais quand ça fait 5 ans qu'un problème dure comme ça, il est temps que quelqu'un s'occupe vraiment. Et puis moi, je veux m'en occuper de ce problème. Ça, c'est une de mes grosses priorités. Moi, j'ai été là, au parc Rémiard, puis j'ai bu de l'eau
L'eau jaune, tu sais, c'est pas bien bon. Hein. Puis en plus, la senteur de ça, c'est du genre de calcaire, du sulfate, ça sent pas bon. Le gros problème, c'est un problème d'égout. Ça se mélange là, avec la terre, puis tout ça, puis ça va dans un robinet. C'est ça qu'il faut régler. C'est définitivement un gros problème qu'il faut régler. Comment allez-vous réussir à maintenir un taux de taxe relativement raisonnable? Un candidat, la plante parle, lui, d'un gel de taxes. D'autres disent, non, on va y aller, mais avec l'inflation. Certains disent, il faut augmenter les revenus, mais ça, il faut faire du développement, il faut changer les infrastructures. Bref, quelle est votre vision économique de la ville? Ma vision économique de la ville, là, encore là, on vient juste de vous le dire, pour la taxe, quand on dit une taxe de bienvenue, il y a une taxe de bien de part. Alors, c'est là qu'on va aller chercher le surplus de taxes, sans toucher les personnes présentement qui payent une taxe. Donc, vous arrivez à contrôler le budget avec ça? Oui, je vais contrôler le budget avec ça. Bon. Évidemment, on connaît un peu le contexte. Là. Il y a 6 équipes là, qui se disputent là, dans les quartiers principalement. Il y a vous et M. Gauthier qui êtes candidat indépendant, peut-être un troisième qui va se rajouter. Comment voyez-vous la dynamique du prochain conseil de ville dans l'hypothèse où il y a un maire indépendant qui est aux commandes avec des élus là, de différentes équipes? Là? Étant un candidat indépendant à la mairie, je me retrouve avec différents partis, disons, de M. Laplante ou M. Paradis. Ça va être un petit peu pénible. Ça va être un peu le genre de mettre les points sur table. Parce que moi, je ne veux pas être dans la corruption, je ne veux pas entendre les problèmes de l'année dernière et ainsi de suite. Le problème, c'est d'aujourd'hui. Il faut absolument s'occuper d'aujourd'hui même. Il faut essayer aussi d'avoir une situation amicale avec eux autres, diplomatiquement si c'est possible. Moi, si je suis élu, je favorise un certain parti dont il n'y a aucun membre de l'ancienne Delbecq. J'aimerais bien avoir ce parti-là qui serait sous moi. Là. Bon, en terminant, je sais que vous participez à certains débats, notamment celui qu'on va télédiffuser ici à la télé, celui de la génération X, Y, Z, mais vous avez refusé d'aller à d'autres débats, notamment celui de la Chambre de commerce. Pourquoi? J'ai refusé parce que la Chambre de commerce, il nous demande de payer un certain montant pour participer à ce débat, mais aussi, il demande aussi aux gens de payer un certain montant pour participer à ce débat. Il y a des gens qui ne sont pas capables de payer 25$ puis 75$ pour venir voir des personnes politiques parler. C'est pour ça que j'ai refusé. Moi, je veux avoir quelque chose de fair. C'est pas, je veux pas que personne se fasse de l'argent sur nous autres. Là. Les gens ne sont pas capables de payer des montants pour des affaires comme Chambre de commerce. En fait, c'est pour les encourager à vivre. C'est pas correct. M. Turcotte, merci beaucoup. On se revoit au débat, celui de la jeune Chambre, et de même qu'en fin de campagne électorale pour faire un bilan de la campagne. Merci, Éric. Merci beaucoup. Bonne chance. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une autre campagne électorale, cette fois du côté de Marieville. On se transporte maintenant de Saint-Jean-sur-Richelieu à Marieville, qui est aussi une ville desservie par nos antennes de la télévision du Haut-Richelieu sur le territoire du Haut-Richelieu et de Rouville également, avec un ex-maire qui veut redevenir maire. Il s'agit de Sylvain Lapointe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Eh oui. Quelques livres en moins. Tout près de 150 livres en moins depuis un an, effectivement. Un an? Oui. Wow! C'est quand même un accomplissement important. Je veux dire, humainement, là, faisons abstraction de la politique 2 secondes. C'est quand même quelque chose, là. Bien, je pense que c'est un bel exemple de détermination, mais j'ai eu la grande chance de faire partie aussi des 12 candidats qui ont fait partie de l'émission de parcours de Chantal Lacroix. Ça va être diffusé éventuellement? Ça a été diffusé, sur Moi et compagnie. Normalement, il devrait y avoir pour le moment d'autres diffusions. Je sais que pour les gens abonnés illico, c'est encore disponible là, sur la télé à demande. Ils peuvent revoir les épisodes.
ça a été une belle grande aventure, une belle aventure humaine. Et pourquoi être embarqué là-dedans? C'était quoi l'élément déclencheur? Bien, l'élément déclencheur, ça faisait quand même quelques années, depuis que j'ai mon entreprise, depuis 2006, j'avais repris pratiquement 100 livres. Alors, parce que vous aviez déjà perdu avant, là. Non, bien, dans le sens que j'ai toujours... Toujours allé vers en J'ai montant. toujours cru. Ouais. Alors, donc, c'est ce qui fait que j'étais rendu quand même à 371 livres. J'approchais la cinquantaine, je me disais, il était temps de faire quelque chose. Il y a certaines activités que je n'étais plus capable de faire. Et puis là, bien, je suis revenu plus en forme que je l'étais à 16 ans. Et c'était quoi le truc? Bien, le truc, ça n'a pas été compliqué. Dans le fond, c'est une question de nutrition. Puis, comme je le résume, avant, je mangeais un steak avec une salade. Maintenant, je mange une salade avec un steak. Et puis, je m'entraîne. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique. On a beau essayer de trouver toutes sortes de régimes miracles, il n'y en a qu'une seule solution, c'est de bouger et de se prendre en main, puis d'assumer, dans le fond, ses responsabilités face à soi. Bon. Évidemment, quand on s'est connus il y a une vingtaine d'années, tu étais attaché politique d'Yvon Lafrance, qui était député d'Iberville. Tu as même tenté ta chance aussi aux élections provinciales. Oui. Et après ça, tu as été quand même maire pendant un bon bout de temps. De 93 à avril 2002 à Marieville. 93 à 2002. Oui. Alors, durant cette période-là, j'ai passé à travers 3 élections municipales, une provinciale, plus la fusion en plus de la ville avec la paroisse de Sainte-Marie-de-Mont-Noir à cette époque-là. Bon. Presque un 10 ans, assez bien rempli. Et en 2002, est-ce que c'était un départ volontaire ou un départ involontaire? Oui, c'est un départ volontaire. Oui. Dans le sens, j'ai démissionné le 15 avril 2002 à 17h30. Alors, je m'en rappelle. Et pourquoi au mois d'avril? Bien, dans le fond, c'est parce que ça donnait comme ça. Puis en plus, j'avais une opportunité d'emploi à ce moment-là, compte tenu de l'atmosphère qui régnait. À l'époque. On avait quand même tous les soubresauts de la fusion à l'époque. Et puis, quand même, j'ai passé à travers 3 élections municipales, une provinciale. C'était un petit peu dur aussi sur la famille à un moment donné. Alors, parce que mes enfants étaient en bas d'âge. Vincent est né à ma première élection municipale en 93, Catherine en 97 à la 2e élection municipale. Alors, c'est ce qui fait que j'ai eu une opportunité d'emploi et puis j'ai décidé de quitter pour passer à autre chose. Mais toujours avec l'idée que j'avais pas tout fait et puis j'aurais encore des choses à accomplir pour les gens de Marieville. Bon. Là, est-ce qu'il y a une opportunité actuellement, puis vous me corrigerez, donc le maire sortant ne se représente pas? Bien, M. Ménard, c'est ça, a décidé de ne pas se représenter. Et, lui aussi a tenté sa chance au provincial. Effectivement. Oui. Et moi, c'est ça. J'avais quand même l'idée de revenir et puis aussi le fait du passage au parcours. Une nouvelle vie, dans le fond, je me suis donné une garantie prolongée d'une certaine façon. Alors, c'est ce qui fait que j'ai encore le feu sacré et la braise est encore pas mal chaude. D'un côté professionnel, vous avez un commerce à Saint-Basile? Oui, depuis 2006, j'ai ma boucherie. J'ai suivi ma formation de boucher professionnel et j'ai acquéri une boucherie à Saint-Basile-le-Grand. Alors, depuis 2006, là, avec Josée, mon épouse, on opère là, le commerce. Là, Mais toujours en habitant à Marieville. Toujours en habitant à Marieville, avec toujours un grand intérêt pour ce qui se passe dans ma ville. Qu'est-ce qui n'a pas été terminé entre 1993 et 2002? Qu'est-ce que vous souhaitez terminer en redevenant maire de Marieville? Marieville arrive à une phase de consolidation, dans le sens que lorsque j'ai été élu la première fois en 1993, déjà je voyais la fusion comme essentielle au développement de notre communauté, puisque Marieville, Sainte-Marie-de-Mont-Noir faisait une communauté comme plusieurs villages ou villes et paroisses, dans le fond. Alors, c'est ce qui fait que maintenant, une bonne partie du développement domiciliaire qui a été fait dans la zone blanche qu'on avait, il reste donc au niveau industriel, il va falloir réellement consolider. Et d'autant qu'actuellement, on roule quand même avec une évaluation municipale qui s'est quand même amplifiée avec le temps. Marieville approche le 11 000 de population maintenant. Alors, quand j'ai C'était combien en 93? Bien, en 93, on était environ 5 800 à Marieville, autour de ça. Et Sainte-Marie-de-Mont-Noir était environ 2 200. Ce qui faisait que c'était un noyau à peu près de 7 500, là, environ, 7 700. Presque doublé en 20 ans. Et là, on est passé de 7 500 à près de 11 000 là, en fonction du nouveau décret là, de population. Donc, beaucoup de nouvelles populations, beaucoup de nouveaux arrivés, puisque contrairement au développement que Marieville avait connu dans les années 70-80, où c'était des enfants des résidents qui achetaient des maisons, qui s'établissaient, ou des locataires qui devenaient propriétaires,
là, Marieville, comme elle a, des fois, comme je dis, la qualité de ses défauts, parce qu'on est à 20 minutes de tout, puis on est au centre de tout. Ouais. Alors, c'est ce qui fait qu'on a plusieurs familles où un partenaire travaille à Saint-Jean, l'autre à Saint-Hyacinthe. Avez-vous des besoins d'infrastructures, piscine, aréna, école, centre communautaire? Avez-vous tout ce qu'il faut? Marieville possède déjà tout ça. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut arriver à une phase de consolidation. Puis Marieville doit se repositionner aussi sur l'échiquier régional, dans le sens que dans les dernières années, on a fait pas mal cavalier seul en faisant notre développement. Et on arrive à un stade où, justement, il faut, à quelque part, développer des solidarités avec les municipalités voisines, voire avec les régions voisines. Il y a eu beaucoup de développement. Moi, je passe parfois sur la 112 parce que je m'en vais jouer au golf à Rougemont. Bien oui. Puis je suis toujours impressionné de voir, on dirait de mois en mois, oups, il y a un nouveau commerce, là, la SAQ, il y a une quincaillerie, il y a une pharmacie, en tout cas, je ne pourrais toutes les nommer, là, mais il y a eu énormément de développement commercial. Bien, à ce développement-là, il y a aussi un autre pendant qui est, dans le fond, je ne veux pas employer le terme désertification, mais il y a comme une forme de relâchement au niveau du centre-ville de Marieville. Alors, on a beau se dire, à un moment donné, bon, bien, le développement est sur la 112, mais là aussi, il va être limité parce qu'on est limité par rapport à l'emprise de la 112. Et moi, je veux travailler avec les promoteurs locaux, avec les propriétaires du centre-ville pour les aider, justement, en réaménageant le plan d'urbanisme, éventuellement, et en assouplissant la réglementation pour faire en sorte qu'il y ait des commerces aussi qui vivent au centre-ville, qui puissent s'établir au centre-ville. Vous me corrigerez, mais évidemment, moi, je travaille à Montréal à tous les jours. J'ai parfois des collègues qui me disent « Ah, on est intéressé par s'acheter une maison sur la Rive-Sud. » Les gens me disent « Ah, Éric, c'est comment dans ton coin à Saint-Jean? » Puis là, ils me disent « Oui, mais on est allé visiter des maisons. C'est quand même cher, les taxes, les bons, etc., etc. » Et là, les gens me disent « À quelle place que je pourrais m'installer? » Bien là, je dis « Je sais pas, Saint-Césaire, Marieville, Farnham. » Donc, c'est 3 villes qui se sont beaucoup développées au niveau domiciliaire. Mais est-ce qu'il est encore vrai de dire aujourd'hui que ça coûte moins cher s'établir à Marieville qu'à Saint-Jean au niveau du prix du terrain, au niveau des taxes, ou si au final, vous arrivez à peu près avec un ratio de dépenses qui est semblable aux autres? Il y a eu une certaine inflation compte tenu de la demande, mais je dirais que c'est encore une ville plus qu'abordable d'une certaine façon. Et parce que les infrastructures sont là, alors puis les terrains sont encore à des prix très abordables actuellement. Parce que pour celui qui travaille à Montréal, et c'est ce qui fait que Marieville s'est développée, parce qu'on est la 3e couronne. Et à un moment donné, bien, au niveau de Montréal, on sait que c'est... Pour le citoyen, il se dit dans le fond, 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, avec le trafic aujourd'hui. Bien, pas de différence, mais on a un transport en commun qu'on a développé avec le temps, qui est de plus en plus efficace, de plus en plus efficient également, où on travaille avec la ville de Chambly. Alors, c'est ce qui fait que les gens aussi peuvent utiliser le service. On a, je pense, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais on a au moins 5 ou 6 départs le matin, que les gens peuvent aller directement au centre-ville. Là, vous vous présentez indépendant? Oui. Donc, pas d'équipe? Non. C'est volontaire? Oui, dans le sens que moi, je pense qu'une ville de la grosseur de Marieville n'a pas besoin d'une partie puis d'une ligne de parti. On l'a expérimenté avec le temps, puis malgré tout, quand on arrive à la table du conseil, on est là pour gérer pour l'ensemble, on est là pour gérer pour la population. Et je pense que les lignes de parti deviennent un handicap, dans le fond, qui nous empêche de réellement avancer puis d'être au... Puis je crois à la liberté d'expression et je souhaite que les conseillers aussi s'impliquent, parce que même lorsque j'ai été maire, je suscitais la réaction à un moment donné des conseillers. Je me disais, bon, on ne peut pas tout le temps voter sur chaque résolution automatique. Il faut susciter le questionnement à un moment donné. Alors, parce qu'on se fait présenter des projets, mais est-ce qu'on peut aller au-delà du projet dans la réflexion pour voir est-ce qu'on pourrait l'améliorer, le bonifier? Alors, c'est en ce sens-là que je souhaite, moi, justement, qu'il y ait une meilleure interaction au niveau du conseil et que les conseillers puissent sentir aussi qu'ils sont utiles à la population. Vous avez dit tantôt qu'à une certaine époque, le climat était difficile à la table du conseil. Est-ce que la dynamique a changé? Je n'ai pas beaucoup observé le mandat de votre prédécesseur, de M. Ménard. Oui, la dynamique a changé puisque, justement, je pense que les vieilles blessures issues de la fusion sont réellement cicatrisées avec le temps et tout le monde maintenant sent qu'ils font partie d'une seule et même communauté. Alors, en ce sens-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Puis, on va vers l'avant, parce que Marieville a réellement encore un potentiel pour réellement se positionner sur la scène régionale. Et moi, j'ai pour mon dire qu'on n'est plus en compétition avec la municipalité voisine ou le comté voisin. Je veux dire, maintenant, au niveau du développement, bien, c'est un village en Chine, c'est un village en Thaïlande, dans le fond, qui sont nos principaux compétiteurs. Alors, pour aller susciter des nouveaux investissements,
Et il faut réellement se démarquer puis sentir que l'investisseur va pouvoir avoir sa place, puis va être apprécié, puis il va être le bienvenu. M. Laplante, on va vous souhaiter bonne chance dans cette campagne Monsieur électorale. Lapointe, qu'est-ce que j'ai dit? Laplante. J'ai-tu dit Laplante? Bien, voyons donc, quel lapsus! Je peux comprendre avec le nombre de candidats que vous avez à Saint-Jean. Il y a trop de candidats à Saint-Jean. Ils commencent tous par L. Laplante, Legrand, hein, c'est ça. Lapointe, mais à Marieville. Merci. Merci, Éric. Bonne chance. Merci. Restez avec nous au retour de Babillard quotidien. Le candidat à la mairie, Paul Turcotte, nous en parlait il y a quelques instants. Le centre de partage Joannette, vous savez, il y a 3 adresses pour vous servir. Il y a la friperie au 250 de la rue Mercier, la meublerie au 150 de la rue Foch et l'économe au 180 Saint-Joseph. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du conseil municipal. D'ailleurs, le lundi 30 septembre, c'était la tenue de la dernière assemblée du présent conseil avec le présent maire Gilles Delbecq qui prend sa retraite de la vie politique. Donc, on va vous présenter des extraits. Il y aura une pause durant, après ça, le reste de la campagne électorale. Et on va revenir à la mi-novembre avec le nouveau conseil. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est à tous les dimanches matins, 9h30 en direct, câble 9, bien évidemment. Vous pouvez acheter vos livrets, vos cartes un peu partout sur le territoire au Richelieu et Rouville. Il y a une trentaine de dépositaires pour connaître la liste. Allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici même à la télé. Télé du Richelieu, on a traversé de côté de rue, donc nouveau studio, nouvelle adresse, 145 rue Richelieu, J3B 6X7, donc ça a changé. Le téléphone reste inchangé. Pour me joindre, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Devenez adepte de notre page sur Facebook également. Et l'émission que vous regardez est diffusée à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi et entre autres en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye bye.